Ce que vous venez d'entendre, c'était le bruit d'une ancienne assiette à 10 000 $. C'était la cinquième cette semaine-là. Sarafina Vance, 10 ans, fille du milliardaire, avait une réputation. Elle avait réduit en larmes des tuteurs militaires endurcis et fait fuir des psychologues de l'Ivy League. Elle était un ouragan dans une robe Chanel, un problème qu'aucune somme d'argent ne pouvait résoudre. La presse la surnommait l'héritière incontrôlable. Son père, Alistair Fee, avait tout essayé sauf elle. Une serveuse de 23 ans nommée Clara Jenkins, en retard de 2 mois sur son loyer, qui ne connaissait pas la différence entre maison et Melamina, était sur le point de faire la seule chose que personne d'autre n'osait faire. Elle allait dire non. Le Cornerstone Bistro n'était pas le genre d'endroit dont on parle dans les magazines de luxe, mais il avait sa dignité tranquille. Situé assez loin de la 5e avenue pour être accessible, il servait des avocats en pause déjeuner et des artistes qui sirotaient un seul café pendant des heures. Clara Jenkins, 23 ans, les connaissait tous. Elle se déplaçait avec une efficacité qui frôlait la grâce. Son esprit était souvent à des kilomètres de là, calculant les intérêts sur les prêts étudiants ou analysant une théorie tirée du livre de psychologie qu'elle gardait sous le comptoir. Clara était une observatrice. Elle remarquait le tremblement de la main d'un homme d'affaires avant qu'il ne commande un double espresso, le regard fatigué d'une jeune maman avant qu'elle ne demande l'addition. Sa vie était une étude du chaos contrôlé, 2 emplois, des cours du soir à Hunter College et un appartement partagé avec 2 autres aspirants à quelque chose. Elle était fatiguée, mais pas épuisée. Le nom Alistair Vaughan, qu'elle ne connaissait que par les couvertures de Forbes et du Wall Street Journal, était celui du roi de Silicon Alley, un homme qui avait bâti Vans Industries à partir d'un algorithme dans un garage pour en faire un empire technologique mondial. Il était également connu pour être un reclus depuis que sa femme Isabella était morte dans un tragique accident d'équitation 2 ans auparavant, mais le nom de Sarafina Vance était connu dans un cercle différent, plus tristement célèbre, celui du personnel exaspéré de l'élite new-yorkaise. La jeune fille était une légende expulsée de la Pembroke Academy pour avoir déclenché l'alarme incendie avec un laser haute puissance. Elle avait licencié une équipe de 12 personnes, dont un chef étoilé au guide Michelin, affirmant qu'ils empoisonnaient l'air. Elle avait 10 ans et affichait plus de victoires confirmées contre l'autorité qu'un petit dictateur. Clara savait tout cela parce que M. Anderson, un client régulier qui gérait une agence de nounous de luxe, s'asseyait souvent à son comptoir, sirotant un scotch et se plaignant de son incapacité à trouver du personnel pour l'appartement terrasse des Vennes. « Cette fille est une vipère, Clara », lui avait-il murmuré la semaine précédente. « Elle est intelligente comme un fouet, mais c'est du pur venin. Venn perd un demi-million par an. Plus aucun candidat, plus jamais. » C'était un mardi pluvieux, le bistrot était à moitié vide lorsque la sonnette de la porte retentit. Un homme vêtu d'un costume noir simple et impeccablement taillé entra, suivi d'une petite fille qui semblait vibrer d'une énergie furieuse. Clara le reconnut immédiatement. Alistair Vance ressemblait moins à un roi qu'à un homme pris en otage. Ses yeux, réputés pour leur intensité pénétrante dans les salles de réunion, étaient épuisés. La jeune fille Sarafina était tout le contraire. Ses cheveux noirs étaient attachés en une queue de cheval sévère et elle portait un uniforme scolaire privé que Clara reconnut comme appartenant à la prestigieuse Dalton School. De toute évidence, elle avait déjà atterri dans un nouvel endroit. « Une table pour 2, dit Alistair d'une voix calme. « Bien sûr, monsieur. Par ici, dit Clara en les conduisant vers un coin séparé. Dès qu'ils s'assirent, le spectacle commença. « Ce siège est humide, annonça Sarafina d'une voix forte et claire. « Ce n'est pas vrai, Sarah, soupira Alistair sans même regarder. « Si elle l'est, insista-t-elle. « Je le sens, c'est dégoûtant. Et cette lumière, dit-elle en montrant l'applique de style Art déco au-dessus d'eux. Elle me donne mal à la tête. Je ne peux pas manger ici. Sarafina, s'il te plaît, juste 20 minutes. Non, cette eau, dit-elle en soulevant le verre que Clara venait de remplir. Elle a un goût de métallique. Vous essayez de m'empoisonner? Clara observait non pas avec agacement, mais avec une étrange fascination clinique. Ce n'était pas un caprice, c'était un scénario. C'était une campagne de contrôle structurée et délibérée. La jeune fille n'était pas en colère. Elle travaillait. « Puis-je vous apporter de l'eau en bouteille, mademoiselle ?» proposa Clara calmement.
Sarafina plissa les yeux, peu habituée à ce manque d'agitation. Je ne veux pas d'eau en bouteille, je veux l'eau que nous prenons à la source en Norvège. Celle-ci vient du robinet. C'est vrai, acquiesça Clara sans mordre à les hameçons. C'est la meilleure de New York, filtrée 2 fois. Alistair leva les yeux, surpris. Clara soutint son regard pendant 1 seconde, puis se tourna à nouveau vers sa fille. Je m'appelle Clara, je vais m'occuper de vous. Puis-je vous apporter un autre verre de notre meilleure eau du robinet? Sarafina la fixa du regard. L'atmosphère était tendue. C'était le moment où, normalement, les nounous fondaient en larmes ou les responsables accouraient pour s'excuser. Clara resta là, bloc-notes à la main, patiente comme un roc. Je veux un grilled cheese, mais je le veux sur du pain aux 9 céréales, pas du pain blanc. Et je veux du gruyère, mais pas du gruyère affiné et sans croûte, en carré, pas en triangle. Et s'il est même légèrement trop cuit, je le renverrai. D'accord, dit Clara en écrivant. 9 céréales, gruyère jaune sans croûte, en carré, pas trop cuit, reçu. Et pour vous, monsieur? Alistair Vance regarda Clara comme s'il voyait un fantôme, juste un café noir. Harry, tout de suite! Clara s'éloigna. Il pouvait sentir le regard de la jeune fille dans son dos. 10 minutes plus tard, elle revint, posa le café devant Alistair et une assiette devant Sarafina. C'était parfait. Du pain aux 9 céréales, légèrement grillé avec 4 carrés parfaits de sandwich jaune pâle. Sarafina l'inspecta, en prit un, le renifla, le retourna, le reposa. Puis, d'un mouvement soudain et violent, elle passa son bras sur la table, envoyant l'assiette, le sandwich et le verre d'eau plein s'écraser sur le sol. Le bistrot plongea dans le silence. C'était trop cuit, se plaignit Sarafina, le visage pâle. Alistair Fee s'effondra sur sa chaise. La défaite était totale. Il se prit la tête entre les mains. « Je suis désolé », murmura-t-il au sol. « Je suis vraiment désolé. » Clara ne regarda pas Alistair, elle ne regarda pas l'assiette brisée, elle regarda Sarafina droit dans les yeux. Clara sentit les yeux de tout le restaurant posés sur elle. Elle vit le gérant Dave sortir en courant de la cuisine, le visage sombre comme un orage. Ça y était. C'était le moment où elle allait être licenciée à cause du caprice d'une petite fille gâtée. « Monsieur V, je... » commença Dave, mais Clara leva la main, un petit geste qui le bloqua en quelque sorte sur place. Elle s'agenouilla et attrapa une pile de serviettes à proximité. Elle ne commença pas à nettoyer le désastre le plus évident. Elle ramassa un seul morceau de croûte humide sur le sol, le regarda, puis regarda Sarafina. Talister sortait déjà son portefeuille, une épaisse carte American Express noire qui glissait à la vue de tous. « Je paye tout, le plat, la nourriture, je paye le repas de tout le monde. Je suis vraiment désolé. C'était trop cuit, » répéta Sarafina, mais sa voix était plus faible maintenant. L'explosion était terminée et il n'y avait plus que le silence. Clara ignora la carte de crédit, ignora le gérant et tint la croûte humide en l'air. « Vous avez raison, » dit Clara d'une voix calme mais audible dans la salle silencieuse. « Ce côté est un peu plus foncé que l'autre. Quelle horreur, j'aurais dû vérifier. » Sarafina releva brusquement la tête. Sa mâchoire tomba littéralement. De toutes les réactions possibles, crier, pleurer, apaiser, menacer. Le simple accord factuel était la seule qu'elle n'avait jamais rencontrée. « Mais j'ai une question, » continua Clara, toujours à genoux, se mettant au niveau des yeux de la jeune fille. Le lancer était-il de 10 ou seulement, genre 7,5? Le plat a atteint une bonne distance, mais les éclaboussures d'eau ont été un peu désordonnées, pas très contenues. La tête d'Alistair s'est relevée de ses mains. Tev, le manager, semblait avoir le cerveau en court-circuit. Sarafina était sans voix. Elle se contentait de fixer. « Je dis juste, » dit Clara en commençant à ramasser les morceaux de céramique cassés. « Si tu veux faire une scène, elle doit être épique. » Celle-ci était un peu dérivée du renversement de la table. « Tu as l'air intelligente. Je parie que tu pourrais trouver quelque chose de plus original. » Un petit sourire presque imperceptible effleura les lèvres de Sarafina avant qu'elle ne le réprime. « Tais-toi, marmonna-t-elle. »« Je suis sérieuse, » dit Clara en se levant. « Toute cette énergie pourquoi? Un simple sol mouillé. Tu as encore faim ou c'était juste de l'art performatif? »« Je n'ai pas faim.
Bon, alors tu n'as qu'à rester assise là pendant que ton père boit son café, qui est d'ailleurs en train de refroidir. Clara nettoya calmement le désordre, apporta un café frais à Alistair et un nouveau verre d'eau à Serafina. Elle ne s'excusa pas, ne la dorlotait pas, elle était simplement là. Pour la première fois, Serafina Vance resta silencieuse, ne se plaignit pas de la lumière, ne tapait pas du pied, elle resta simplement assise là à regarder Clara nettoyer le paravent, l'air profondément et totalement perplexe. Alistair but son café, paya l'addition qui comprenait un pourboire généreux, mais pas obscène pour l'assiette cassée, et se leva. Merci, dit-il à Clara. Sa voix était rauque. C'est mon travail, répondit-elle. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Serafina regarda par-dessus son épaule. Son regard croisa celui de Clara. Clara lui fit un petit signe de la main sans engagement. Serafina ne sourit pas, mais ne fit pas la moue non plus. Elle se contenta de regarder. 1 heure plus tard, alors que Clara terminait son service, Dave l'appela dans son bureau. Je ne sais pas ce qui a pris à Jenkins, dit-il en se massant les tempes, mais mon cœur ne peut pas le supporter. Ne recommencez pas. Faire quoi? Quoi que ce soit. Tenez, dit-il en lui tendant le téléphone. Il a appelé l'assistant personnel d'Alistair Vance. Il veut que vous appeliez ce numéro. Il a dit que c'était urgent. Clara regarda le bout de papier. Ce n'était pas seulement un numéro de téléphone, c'était une convocation. Elle sentit une vague de terreur lui nouer l'estomac. Elle allait être dénoncée ou on lui proposait quelque chose qu'elle ne pourrait absolument pas gérer. Elle ne savait pas ce qui était le pire. Ce soir-là, depuis son petit appartement, elle passa l'appel. Miles Jenkins, Monsieur Vance souhaite vous voir. Sa voiture sera devant votre immeuble dans 1 heure. Ce n'était pas une question. 1 heure plus tard, une Mercedes classe S noire et rutilante, du genre qui murmure une vieille richesse silencieuse, était garée devant son trottoir. En montant, elle eut l'impression d'entrer dans une autre dimension. La voiture partit vers le nord, en direction du parc, vers le genre de richesse qui n'achetait pas seulement des choses, mais aussi des personnes. Le bâtiment de Vance Industries était un fragment de verre et d'acier qui perçait la ligne d'horizon de Midtown. Clara fut escortée directement vers un ascenseur privé qui s'ouvrit non pas sur une réception, mais sur le bureau mansardé d'Alistair V. La pièce était vaste, avec des baies vitrées donnant sur Central Park qui, vue de cette hauteur, ressemblait à une couverture rectangulaire sombre. L'espace était minimaliste et froid, décoré d'œuvres d'art probablement inestimables, mais qui semblaient impersonnelles. Alistair Veddy, debout près de la fenêtre, ne ressemblait en rien à l'homme abattu du bistrot. Là, entouré de son pouvoir, il était impressionnant. Mademoiselle Jenkins, merci d'être venue. Vous ne m'avez pas laissé le choix, dit Clara en serrant la bandoulière de son sac. Un sourire effleura ses lèvres. Non, je suppose que non. Asseyez-vous, je vous en prie. Clara s'assit sur un canapé en cuir qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Je vais être direct, dit Alistair en se tournant vers elle. Ce dont j'ai été témoin aujourd'hui, personne ne l'a jamais fait, personne ne vous a suivi, personne ne vous a crié dessus et personne n'a cédé. Je ne faisais que mon travail. Non, vous faisiez autre chose, vous l'avez vu. Toutes les autres voient un monstre ou un chèque. Vous avez vu autre chose. Qu'était-ce? Clara réfléchit un instant. J'ai vu une jeune fille qui est très douée dans son travail, et son travail consiste à faire partir tout le monde. Alistair acquiesça lentement. Elle est très douée. Elle a éliminé 7 élèves en 6 mois. 3 thérapeutes comportementaux spécialisés. La Pembroke Academy, la Dalton. Elle est sur le point d'être expulsée à nouveau. Je suis à bout de ressources. Je suis un homme capable de résoudre des problèmes logistiques de plusieurs milliards. Mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à atteindre ma fille. La vulnérabilité était revenue, plus puissante dans cet environnement d'immense pouvoir. Monsieur Vance, je suis femme de chambre, j'étudie la psychologie, mais je ne suis pas qualifiée pour cela. Les personnes qualifiées ont toutes échoué, dit-elle en se dirigeant vers son bureau. Ils arrivent avec leurs diplômes et leurs méthodes, et elle les dévore tout cru. Ont-ils peur d'elle ou ont-ils peur de moi? Elle n'avait peur ni de l'un ni de l'autre. Il se retourna. Je veux vous embaucher, mademoiselle Jenkins. Pas comme nounou, pas comme tutrice, comme compagne, assistante, je ne sais pas comment l'appeler.
Je veux que vous passiez du temps avec elle après l'école, le week-end, que vous fassiez ce que vous avez fait aujourd'hui, quoi que ce soit. L'esprit de Clara vacilla. Je ne peux pas. J'ai mon travail, j'ai l'école. Je vous paierai, dit Alistair, 400 000 $ par an. Clara retint son souffle. C'était un chiffre tellement énorme qu'il en était abstrait. C'était la liberté. C'était la fin des dettes, la fin de la peur. De plus, poursuivit-il, je prendrai en charge l'intégralité des frais de scolarité pour vos masters et doctorats dans l'université de votre choix, Columbia, Yale, n'importe où. Elle rêvait, ce n'était pas réel. Pourquoi moi? Murmura-t-elle. Parce que tu es de la première personne qu'il regarde sans mépris depuis 2 ans. Parce qu'il l'a qualifiée de banale. Avant que Clara n'ait pu répondre, une voix aiguë et glaciale retentit dans la pièce. Challister, tu n'es pas sérieux. Une femme sortit d'un bureau attenant. Elle était grande, très mince et respirait une richesse discrète. Une simple robe noire, un sac Bottega Veneta, une coupe au carré blonde sévère. Elle regarda Clara avec un mépris évident. C'est une enfant, pas un chien errant. Tu ne peux pas simplement la ramasser dans la rue. Geneviève, cela ne te concerne pas, dit Alistair, la voix durcie. Sarafina est ma nièce. Cela me concerne tout à fait, rétorqua la femme. Geneviève Van Vance tourna ses yeux froids vers Clara. Vous êtes une servante. Que pensez-vous pouvoir offrir à ma nièce? De meilleures recettes de grilled cheese? Geneviève, prévint Alistair. Non, dit Clara en retrouvant sa voix. Elle tremblait, mais elle se leva. Vous avez raison, mademoiselle Vance. Je ne suis pas qualifiée. Je n'ai pas de diplôme d'une école prestigieuse et je ne sais rien de tout cela, dit-elle en faisant un geste vers la pièce opulente. Mais je n'ai rien à perdre non plus. Toutes ces autres personnes voulaient garder leur emploi. Elles voulaient vous impressionner. Elle regarda Alistair. Je ne veux pas de son argent. Alistair et Geneviève semblaient tous deux stupéfaits. Je veux dire, je le veux, balbutia Clara. C'est une somme d'argent folle, mais ça ne peut pas être la raison pour laquelle je le fais. Si j'accepte votre offre, j'ai des conditions. Geneviève ricana. Des conditions? Vous n'êtes pas en position d'en poser, n'est-ce pas? L'interrompit Alistair. Une, dit Clara, son courage grandissant. Vous avez raison, je ne suis pas une nounou, donc je ne le serai pas. Je ne suis pas votre servante, je ne suis pas votre amie, je suis juste une personne. Je ne suis pas là pour vous réparer, je suis juste là pour être avec vous. Très bien, dit Alistair. 2. Mademoiselle Vance dit en regardant Geneviève. Restez loin de moi et de Sarafina quand je suis avec elle. Votre inquiétude n'aide pas. Le visage de Geneviève était un masque de fureur. Comment osez-vous? Alistair, demanda Clara en soutenant son regard. Alistair regarda sa sœur. Geneviève, je m'en occupe. S'il te plaît, laisse-nous. Tu le regretteras, Alistair. Tu la confies à un amateur. C'est imprudent. Elle lança un dernier regard empoisonné à Clara et quitta la pièce. Et 3, demanda Alistair en se tournant vers Clara. 3, dit Clara en prenant une profonde inspiration. Tu dois t'impliquer, je ne suis pas ton remplaçant. Si je vous appelle, vous venez. Si je vous dis que vous devez être là pour le dîner, vous êtes là. Pas d'excuses, pas de réunion du conseil d'administration, sinon tout cela ne sert à rien. Votre argent ne peut pas vous acheter une issue à cette situation. Alistair V., le roi de Silicon Alley, regarda cette serveuse de 23 ans qui lui faisait des demandes et, pour la 2e fois de la journée, il fit quelque chose d'inattendu. Il sourit, un vrai sourire, fatigué mais sincère. Quand peut-elle commencer? Le penthouse. D'avant, c'était moins une maison qu'une déclaration. Il occupait les 3 derniers étages d'un immeuble historique sur Central Park West. Le mobilier était rare et anguleux, l'art imposant et le silence assourdissant. Le personnel, tout de noir vêtu et impeccable, se déplaçait comme des fantômes, sans jamais croiser le regard. C'était une forteresse de verre et de marbre, et au centre se trouvait Sarafina. Le premier jour de Clara commença le lundi suivant. Elle avait quitté ses emplois, ses derniers examens à Hunter College, soudainement un lointain souvenir. Elle arriva à 15h30, juste au moment où Sarafina était déposée par un chauffeur privé de la Dalton School. Sarafina vit Clara debout dans le grand hall et son visage, qui était neutre, se ferma immédiatement. « Toi, dit-elle. »« Moi, répondit Clara en soulevant un sac en papier. Je t'ai apporté un sandwich au fromage fondu sur pain aux 9 céréales avec du gruyère jaune sans croûte, coupé en carrés et pas trop cuit.
Sarafina fixa le sac. Je n'ai pas faim. D'accord. Clara s'assit sur un banc moderne et inconfortable, ouvrit le sac et en sortit un sandwich. Moi, oui. Elle s'assit là et mangea le sandwich au fromage fondu. Sarafina l'observait, les bras croisés. Tu ne devrais pas manger ici, dit Sarafina. Où devrais-je manger? Dans la cuisine avec le personnel. Ton père m'a engagé comme compagne, pas comme affamé, dit Clara en prenant une autre bouchée. De plus, ce banc est, eh bien, il est horrible, mais il est là. Tu veux une bouchée? Non, j'ai des devoirs à faire. Sarafina fit demi-tour et monta un escalier en verre flottant. D'accord, je serai en bas, lui cria Clara. Pendant 3 heures, Clara resta assise dans le hall, lut son livre de psychologie, fit des mots croisés, explora le premier étage et remarqua l'absence totale d'objets personnels. Il n'y avait ni photo, ni désordre, ni vie. À 18h30, un chef annonça calmement que le dîner était servi. Clara se rendit dans la salle à manger, une pièce caverneuse avec une table pouvant accueillir 30 personnes. 2 couverts étaient dressés, un à chaque extrémité. Sarafina apparut, s'assit et déplia sa serviette. Clara s'assit à l'extrémité opposée. « Pourrais-tu me passer le sel? » demanda Clara. La salière était à environ 6 mètres. Sarafina la regarda, puis regarda le sel, puis la regarda à nouveau. Non. D'accord. Clara se leva, traversa la table, prit le sel et revint. Les mangèrent en silence, le repas était délicieux, des coquilles Saint-Jacques poêlées, accompagnées d'un risotto au safran. Sarafina picorait dans son assiette. Alors Clara dit, « Comment est cette école Dalton? Mieux ou pire que Pembroke? » « C'est ennuyeux, dit Sarafina. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Les professeurs sont stupides, les élèves sont stupides. Ils sont tous stupides. Oui, ça doit être solitaire d'être la seule personne intelligente dans tout le bâtiment. La fourchette de Sarafina s'arrêta en plein mouvement. Toi aussi, tu es stupide. Probablement, acquiesça Clara. Je suis en train d'échouer dans mon cours de statistique avancée. C'est brutal, mais je suis assez doué pour repérer les menteurs. Sarafina posa sa fourchette. Je ne mens pas. Si tu ne penses pas qu'ils sont stupides, tu penses qu'ils sont autre chose. Mais stupide est un bon mot. C'est un bouclier. Ça fait taire les gens, ça les empêche de poser des questions. Sarafina se leva. J'ai fini. Elle sortit. Ce fut le schéma de la première semaine. Sarafina testait. Clara détournait. Sarafina insultait. Clara était d'accord et reformulait. Clara était un mur vivant et respirant de calme neutre, et cela rendait la jeune fille folle. Elle était habituée aux explosions. Clara n'offrait qu'etchi. La deuxième semaine, Sarafina intensifia ses efforts. Clara arriva et la trouva à la bibliothèque. « Je découvre une nouvelle start-up », annonça Sarafina. « Elle s'appelle Lingolip. C'est un tuteur linguistique basé sur l'IA. »« Intéressant, » dit Clara. « Mon père envisage d'investir, il veut mon avis. Je devrais pratiquer mon français avec. Tu veux écouter? » « Je ne parle pas français, » dit Clara. « Exactement, » dit Sarafina. Un petit sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Elle toucha sa tablette et un flot de français rapide et parfait emplit la pièce. Puis elle se tourna vers Clara. « Que penses-tu de son accent? » Clara connaissait ce jeu. C'était un rituel d'humiliation. Il semble français. Elle a dit, affirma Sarafina d'une voix dégoulinante de condescendance, que seul un imbécile ignorant et de bas étage porterait des chaussures aussi minables que les tiennes. Elle se demande si tu les as achetées dans une boutique d'occasion. Clara regarda ses simples baskets usées. Elles viennent d'une boutique d'occasion. En fait, tu as l'œil, mais elle se trompe. Elle se trompe? Oui, mes chaussures ne sont pas de mauvaise qualité. Elles ont coûté 50 centimes, mais elles sont de bon marché. Il y a une différence. Que peut-elle dire d'autre maintenant? Le sourire de Sarafina s'estompa. Le piège n'avait pas fonctionné. J'ai fini. Clara acquiesça. D'accord. Eh bien, mon moi ignorant va aller lire. Fais-moi savoir si tu veux m'apprendre d'autres gros mots. Elle laissa Sarafina assise dans la bibliothèque, fumante de rage. Son arrivée fut accidentelle. Clara cherchait les toilettes au 2e étage. Elle passa devant une porte légèrement entr'ouverte. De la musique provenait de l'intérieur. Ce n'était pas la musique classique stérile qui jouait parfois dans les couloirs. C'était du piano,
brute, complexe. Quelqu'un jouait et faisait des erreurs. Il jouait un passage difficile d'une étude de Chopin. Il trébuchait, jurait à voix basse et recommençait. Clara ouvrit la porte. La pièce était sombre, clairement inutilisée et recouverte de housse anti-poussière. Tout était recouvert, sauf un énorme piano à queue Bösendorfer étincelant. Et assise là, il y avait Sarafina. Elle ne jouait pas seulement, elle martelait les touches. Son petit visage était contracté dans une concentration si intense qu'elle en était presque douloureuse. La musique était magnifique, mais pleine d'une rage désespérée et solitaire. Elle rata un accord, frappa les touches de ses poings et vit Clara dans le reflet. « Va-t'en » cria-t-elle en fermant brusquement le couvercle du piano. « Chérie !» Clara était à bout de souffle. « C'était incroyable, Sarah. Je n'en avais aucune idée. Je t'ai dit de partir, elle n'a laissé personne entrer ici. » Sarafina tremblait, les yeux écarquillés de panique et de colère. « Sarah, tout va bien. »« Va-t'en, va-t'en » Elle attrapa un métronome sur le piano et le lança sur Clara. Clara s'écarta. Le métronome se brisa contre le montant de la porte. « D'accord, » dit Clara doucement, en reculant hors de la pièce. « Je m'en vais, je suis désolée. » Elle ferma la porte, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas la fille calculatrice et manipulatrice du bistrot. C'était une personne vulnérable et terrifiée. Elle avait trébuché au cœur de la forteresse. La seule pièce qui n'était pas protégée descendit pour chercher Alistair, qui venait de rentrer à la maison. « Monsieur V, je dois vous parler. Qu'y a-t-il? » Elle a cassé quelque chose. Elle jouait du piano dans une pièce au 2e étage. Quand elle m'a vu, elle a paniqué, comme si j'avais découvert un secret d'État. Le visage d'Alistair Fee est devenu blanc. Il a vacillé visiblement, appuyant une main contre le mur pour se stabiliser. La salle de musique a murmuré. Non, il n'y était pas entré depuis que c'était celle de sa mère. « Quoi, Isabella? Ma femme était concertiste de piano. C'était sa chambre. Je l'ai demandé. Je l'ai fermée à clé après sa mort. Je ne pensais pas. Je ne savais pas qu'elle avait une clé. Elle n'a pas seulement une clé, dit Clara, alors que les pièces se mettaient en place. Elle s'est entraînée. Elle est brillante, Alistair. Mais elle souffre aussi beaucoup, et cette pièce est le lieu où toute cette douleur vit. Alistair regarda Clara, les yeux vides. Je pensais la protéger en la fermant à clé. Pendant tout ce temps, elle est restée là-dedans toute seule. La découverte de la salle de musique changea la donne. Alistair, bouleversé, avait donné à Clara la permission explicite d'aborder le sujet avec Sarafina, mais celle-ci s'était retirée, refusant de quitter sa chambre, prétextant qu'elle était malade. Les murs de la forteresse étaient de nouveau dressés, plus épais que jamais. C'est Geneviève Vance qui a vu dans cette fissure une opportunité. Elle est arrivée à l'improviste 3 jours plus tard, apparemment pour un dîner de famille auquel Alistair avait été contraint de participer. Clara était dans la cuisine, essayant de convaincre Sarafina de manger au moins un peu de soupe. Lorsque Geneviève est entrée en planant, « Eh bien, la miraculée réduite à faire la servante », ricana Geneviève en prenant une pomme dans la corbeille à fruits. « Mademoiselle Vance, j'apportais juste ça à Sarah », dit Clara d'un ton neutre. « Ne vous donnez pas cette peine, elle n'en mangera pas. Elle sait que vous êtes une tricheuse. » Genève essuya la pomme sur la manche de sa blouse en soie. « Tu sais, Alistair est très impressionné par toi. Il pense que tu as fait des progrès. Mais je sais ce qui se passe réellement. »« Et qu'est-ce que ce serait ?» demanda Clara, refusant de se laisser intimider. « Tu as mis la main sur la seule chose qui compte pour cette fille, la musique de sa mère, un truc émotionnel bon marché, et maintenant qu'elle a été découverte, elle t'a exclu. Le jeu est terminé, ma chère. Tu es hors de portée. »« Je ne joue pas, » dit Clara. « Oh, tout le monde joue, » répondit Geneviève d'une voix basse et murmurante. « Tu joues, je joue. Mon frère joue. La seule qui ne joue pas, c'est Sarafina, et c'est elle qui en paie le prix. Tu penses l'aider. Tu n'es qu'une déception de plus dans une longue série. Tu prendras l'argent de mon frère, tu échoueras et tu partiras comme tous les autres. » Clara ressentit un éclair de colère. C'est ce qu'elle veut, qu'elle soit seule. Les yeux de Geneviève devinrent glacés. « Ce que je veux, c'est ce qu'il y a de mieux pour ma petite fille, c'est-à-dire la stabilité. Pas une étudiante universitaire temporaire
et émotionnellement bloquée. Elle mordit délicatement dans la pomme. Alistair est trop aveuglé par la douleur et la culpabilité pour s'en rendre compte. Il doit céder la tutelle à quelqu'un qui peut s'en occuper. Quelqu'un qui la comprend, elle déclara Clara. Bien sûr que je suis sa famille. Maintenant, va t'occuper de ton petit plateau, mais sache ceci. Je te surveille et quand tu échoueras et vacilleras, je serai là pour nettoyer le désastre. La menace était claire. Geneviève n'était pas seulement une tante inquiète, c'était un prédateur qui tournait en rond, attendant qu'Alistair échoue pour pouvoir prendre le contrôle de sa fille, et elle soupçonnait Clara d'être liée au fonds fiduciaire massif qui lui était associé. Clara sortit. Sa détermination s'était endurcie. Il ne s'agissait plus seulement d'une fille à problème, il s'agissait de la protéger. Elle frappa à la porte de Serafina. « Cite-moi, Clara. Je te laisse la soupe dehors. Ta tante est là, donc je comprends que tu veuilles de te cacher. » C'est terrifiant. Elle entendit un petit souffle à l'intérieur. Clara s'assit contre le mur à côté de la porte. « Tu sais, dit-elle, elle pense que je vais échouer. Elle a probablement raison. » La porte s'entr'ouvrit. Serafina jeta un coup d'œil dehors. « C'est une harpie. » C'est le mot qui la définit le mieux. Clara sourit. « Elle m'a dit que j'étais hors de sa portée. »« Tu l'es, dit Serafina, mais il n'y avait pas de venin. »« Je sais, mais voilà le problème. Je me fiche de l'argent de ton père. »« Non, au contraire. D'accord, je m'en soucie. C'est beaucoup d'argent. Mais je ne suis pas ici pour l'argent. Je suis là parce que je sais ce que c'est que d'être une enfant à problème. » Serafina ouvrit complètement la porte. « Toi? Oh oui, quand ma mère est partie, mon père a dû prendre 2 emplois. Je n'étais pas au mieux de ma forme. J'étais toujours en colère. Je me battais, je cassais des choses. Je voulais que tout le monde souffre autant que moi. »« Et qu'est-ce qui s'est passé? » murmura Sarah. « Ma voisine, Madame Petrova, une vieille dame russe qui sentait la naphtaline et l'ail, n'a pas essayé de me changer. Elle s'est simplement assise avec moi, m'a appris à jouer aux échecs et chaque fois que je piquais une crise, elle me regardait très calmement et me disait « C'est un coup très bruyant, mais ce n'est pas un coup intelligent. Trouve le coup intelligent. » Clara la regarda. « Ta tante fait d'un coup très bruyant, mais tu es plus intelligente qu'elle. Alors quel est le coup intelligent? » Serafina regarda au bout du couloir d'où provenait le rire aigu de Geneviève. Elle a dit à mon père que c'était moi qui avais demandé au chef de préparer les capes pesantes. Elle sait que je déteste les pesantes. Elle essaie de me faire passer pour difficile. C'est vrai. Oui, elle fait toujours ça. Elle suggère des choses au personnel. Ou bien Sarah adore ce pull en cachemire qui gratte. Ou bien Sarah trouve les couleurs vives trop stressantes. Puis, quand je pète les plombs, elle regarde mon père avec cet air qui dit « Tu vois ». Clara acquiesça. Le réseau était plus complexe qu'elle ne le pensait. Geneviève ne sabotait pas seulement le personnel, elle sabotait activement Serafina en reproduisant le comportement dont elle se disait si préoccupée. Alors, dit Clara, la chose intelligente à faire est de ne pas piquer une crise. Allons dîner. Je ne veux pas, je sais, mais nous ne lui donnerons pas cette satisfaction. J'ai une idée. Clara et Serafina entrèrent dans la salle à manger. Alistair semblait soulagé. Geneviève semblait surprise. « Serafina, ma chérie, tu te sens mieux? » « J'étais tellement inquiète, roucoula Geneviève. »« Je vais bien, tante Geneviève, » dit Serafina en prenant place. Le plat principal fut servi. C'était du canard. « Oh, merveilleux !» s'écria Geneviève. « J'ai dit au chef que c'était ton plat préféré, Serafina, tout comme celui que préparait ta mère. » Alistair sursauta. Mentionner Isabella à table était tabou. Serafina se figea. Clara pouvait voir la tempête qui se préparait. Les poings serrés, la mâchoire crispée. C'était le piège. Si Serafina explosait, Geneviève gagnerait. Clara croisa le regard de Serafina. Une décision intelligente. Serafina prit une profonde inspiration, saisit son couteau et sa fourchette. « Andre Altasia à Geneviève, » dit-elle d'une voix parfaitement neutre. « Maman n'a jamais fait de canard. Elle détestait ça. C'était toi qui en commandais toujours. » Elle prit une petite bouchée, mais bouchée, messieurs, c'était acceptable. Le sourire de Geneviève se figea sur son visage. Alistair regarda tour à tour sa fille et sa sœur, une lueur de compréhension se dessinant dans ses yeux. Clara cacha son sourire derrière sa serviette. La première étape était terminée, mais tandis que Geneviève observait Clara de l'autre côté de la table, son regard n'était plus seulement méprisant,
Il était rempli d'une haine pure et calculée. Le jeu venait de commencer pour de bon. Cette petite victoire contre Geneviève procura à Clara un nouveau capital auprès de Sarafina. La confiance était fragile, mais elle était là. Sarafina commença à parler non pas de choses profondes, mais de ses cours, d'un garçon stupide à l'école, d'une série de romans graphiques qu'elle adorait, intitulés Les Chroniques d'Ethereum. Clara sortit et acheta le premier tome. « Tu es en train de le lire » demanda Sarafina, sceptique. « Oui, ce rebondissement avec le commandant Valerias. »« Je ne m'y attendais pas, » répondit Clara. Un sourire sincère illumina le visage de Sarafina, la transformant l'espace d'un instant en une fillette de 10 ans tout à fait normale. Le piano, cependant, restait l'éléphant dans la pièce. La porte de la salle de musique restait fermée. « Ton père, » dit Clara gentiment un après-midi, « il m'a dit que c'était la pièce de ta mère. » Le sourire de Sarafina s'estompa. « Et alors? Et alors? Tu joues exactement comme elle? » « Je ne sais pas, » dit Sarafina en se retournant. « Je ne suis pas aussi doué. »« Sarah, tu jouais du Chopin. Je suis presque sûr que cela signifie que tu es douée. » Elle voulait que je sois parfaite. Je ne le suis pas. Sarah Clara s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Quoi? Que s'est-il passé avec ta mère? » Sarafina se raidit. Elle laisse tomber de cheval. « C'était un accident, tout le monde le sait. Mais tu étais là, n'est-ce pas? » demanda Clara, devinant la vérité. Sarafina la fixa, le visage blême. « Cam, t'es au courant? Ton père m'a dit qu'elle était cavalière. J'ai juste deviné. » Sarafina se mit à trembler. Nous étions aux écuries de Westchester. Elle voulait me montrer un nouveau seau, un très grand. Je lui ai dit que je ne voulais pas regarder. Je lui ai dit... Une larme coula sur son visage. Je lui ai dit que c'était ennuyeux et que je voulais rentrer à la maison pour jouer aux jeux vidéo. Elle sanglotait maintenant, les mots sortant par rafale. Elle avait de l'air triste. Elle a juste dit « Encore un, Sarah. Regarde juste ça. » Et je lui ai dit que je la détestais, qu'elle aimait son stupide cheval plus que moi. Oh, Sarah, elle a ri. Elle a dit « Je vais te prouver que tu as tort, petit monstre. » Et elle a essayé le saut. C'est le cheval, il a trébuché, il est tombé et elle ne s'est pas relevée. Clara a attiré la jeune fille dans ses bras et Sarah n'a pas résisté. Elle s'est accrochée à Clara, son petit corps secoué par la force de 2 années de douleur refoulée. « Elle ne s'est jamais relevée, » a-t-elle murmuré dans l'oreille de Clara. Et la dernière chose que je lui ai dite, c'est ce que je la détestais. « Tu savais que tu ne le pensais pas, » a dit Clara, la voix brisée. « Non, tu ne comprends pas, c'est ma faute. » À l'enterrement, tante Geneviève m'a dit « Le cœur de ton père est brisé, il ne te pardonnera jamais pour ça, pour ce que tu as dit. » Le sang de Clara se glaça. « Geneviève est mon père. Il ne parle pas d'elle. Il a fermé sa chambre à clé. Il ne prononce même pas son nom. C'est parce qu'il me tient pour responsable. Il me déteste. » Eh bien, il a raison, c'était ça. C'était ça, le poison, la pourriture au cœur de tout. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était un profond sentiment de culpabilité toxique semé par Geneviève et laissé pourrir dans le silence d'Alistair. « Elle t'a menti, Sarah? » dit Clara en se reculant pour la regarder dans les yeux. « Geneva est une menteuse, mais mon père, ton père, est un lâche, dit Clara en se levant. Tu ne peux pas dire ça. C'est vrai. Il est tellement détruit par sa propre douleur qu'il ne voit pas la tienne. Il ne se tait pas parce qu'il te blâme. Il se tait parce qu'il pense que s'il ne prononce pas ton nom, il ne fera pas de mal. Il se trompe et nous allons le lui dire. Non, je ne peux pas. Si tu peux, je ne la laisserai pas gagner. Je ne la laisserai pas te faire ça. » Clara saisit le téléphone et appela Alistair. « Tu dois venir à la maison maintenant. Clara, je suis en plein milieu d'une négociation de paix au Moyen-Orient. Je m'en fiche. Sarafina a besoin de toi. Viens ici. Maintenant. » Elle raccrocha. 25 minutes plus tard, Alistair Verne fit irruption dans le salon. Son visage était pâle de panique. « Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est blessée. Que s'est-il passé? » Il les trouva dans le salon. Sarafina était assise sur le canapé, le visage rouge et gonflé par les larmes. Clara se tenait debout devant elle comme une sentinelle. « Qu'est-ce que c'est que ça? » demanda Alistair. « Elle doit te dire quelque chose, » dit Clara, « et tu dois l'écouter. » Alistair regarda sa fille. « Sarah, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Moi, voici. » « Moi, balbutia Sarafina en regardant Clara qui acquiesça.
Je l'ai tué, murmura Sarafina. Le visage d'Alistair se crispa. Quoi? De quoi parles-tu? Maman! Sarafina déglutit. Je lui ai dit que je la détestais et elle laisse tomber. C'est ma faute, elle. Je sais que tu me blâmes. Tante Geneviève, a dit Geneviève. La voix d'Alistair n'était plus qu'un murmure dangereux. Il s'agenouilla devant sa fille. Sarah, regarde-moi, qu'est-ce que Geneviève te dit? Qu'elle ne me pardonnerait jamais, que je lui avais brisé le cœur. Alistair poussa un cri de détresse si profond que Clara dut détourner le regard. Elle serra sa fille dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Oh mon Dieu !» étouffa Sarafina. « Non, non, non. C'était un accident, un terrible et stupide accident. C'était ma faute. J'aurais dû être là. J'étais au bureau. Je ne t'ai jamais blâmé, pas même une seconde. Mais tu as verrouillé sa chambre. Tu ne parles jamais d'elle parce que j'ai été stupide, dit la voix brisée. Je pensais que je te protégeais. Je ne pouvais pas. Regarder ses affaires, écouter sa musique me faisait trop mal. J'ai été tellement stupide. Oh, Sarah, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Pour la première fois en 2 ans, le père et la fille n'étaient pas un milliardaire et son problème, mais simplement une famille en deuil. Ils pleurèrent ensemble dans le salon froid et stérile, s'accrochant l'un à l'autre. Clara sortit tranquillement, leur laissant de l'espace, alla dans la cuisine et leur prépara du thé, les mains tremblantes. C'était impossible. Ce n'était pas une question d'horaire ou de discipline, il s'agissait de creuser la blessure. Plus tard dans la soirée, Alistair trouva Clara. Ses yeux étaient rouges, mais elle semblait plus légère. Il commença à parler d'une voix pâteuse. « Je n'ai pas de mots pour te remercier. »« Ne me remercie pas, » dit Clara. « Continue simplement. Ce n'est que le début. Elle a besoin de toi. »« Je sais, » dit-il en fouillant dans sa poche. « Je veux que tu aies ça, » dit-il en lui tendant une clé. Une petite clé en laiton orné. C'est la clé de la salle de musique, dit-il. Je pense qu'il est temps que la musique revienne dans cette maison. Je voudrais que vous l'ouvriez tous les deux. Elle a déjà une clé, sourit Clara. Mais celle-ci sera meilleure. Les semaines qui suivirent furent comme le printemps après un hiver long et rigoureux. Sur l'insistance de Clara, Alistair commença à réserver du temps pour Sarah dans son agenda et s'y tint. Ils dînaient ensemble tous les soirs, allaient au parc, ils s'asseyaient même maladroitement pour la regarder jouer à Ethereum Chronicles sur sa console. Et la salle de musique. La porte était désormais toujours ouverte. Sarafina et Clara y passaient des heures. Clara, qui avait pris quelques cours lorsqu'elle était enfant, grattait des mélodies simples et Sarafina la corrigeait avec exaspération, ses doigts volant sur les touches pour lui montrer comment faire. Pour la première fois, Sarafina enseignait à quelqu'un d'autre. Sa confiance s'épanouissait. Elle était toujours épineuse, toujours sarcastique, mais le venin avait disparu. Alistair, qui observait depuis le seuil un soir, avait les larmes aux yeux, croisa le regard de Clara et lui fit un simple signe de remerciement. Ginevra était ostensiblement absente. On lui avait poliment mais fermement déconseillé de se rendre dans le grenier. Son silence était pour Clara plus assourdissant que ses menaces. Une femme comme elle n'acceptait pas la défaite aussi facilement. Un jeudi, elle abandonna. Clara arriva au loft et trouva une atmosphère étrange et pesante. Le personnel était recroquevillé dans la cuisine et chuchotait. « Que se passe-t-il » demanda Clara à Maria, la gouvernante en chef. Maria, une femme habituellement cordiale, ne la regarda pas dans les yeux. « Monsieur Vance est dans son bureau. Il veut vous voir et mademoiselle Geneviève est avec lui. » Une terreur glaciale envahit Clara, qui se dirigea vers le bureau. La porte était ouverte. Alistair se tenait debout derrière son bureau, le visage impassible. Geneviève était assise sur une chaise en cuir, l'air compatissant. C'était l'expression la plus terrifiante que Clara lui ait jamais vue. Clara. « Entre, » dit Alistair. Sa voix était monocorde. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« Où est Sarah? »« Elle est dans sa chambre, » répondit Genève. Sa voix était empreinte de compassion. « Elle est très bouleversée, comme tu peux l'imaginer. »« Que s'est-il passé? » demanda Clara. Clara dit à Alistair. « Ce matin, j'ai découvert qu'il manquait quelque chose dans le coffre-fort de mon dressing. Un collier en diamant qui appartenait à Isabella. » Le cœur de Clara s'arrêta de battre. « Quoi? » « C'était son préféré, » précisa Geneviève.
Le collier Riviera, celui de Cartier. Je ne comprends pas. Quand j'ai découvert qu'il avait disparu, j'ai interrogé le personnel. Personne n'avait rien vu. Mais Genève, elle sentait qu'elle devait vérifier quelque chose. Je savais que tu avais accès à la maison principale, ma chère, dit Geneviève. Tu ne fais pas partie du personnel après tout. Tu vas et viens. J'ai juste eu un mauvais pressentiment. Alors j'ai regardé dans l'armoire à manteau, dans la poche de ta veste, celle que tu as laissée ici hier. Elle tendit la main et posa quelque chose sur le bureau d'Alistair. C'était un petit billet blanc, un ticket de mise en gage d'un magasin du Lower East Side. Il est daté d'hier après-midi, dit Alistair. Sa voix était éteinte. Nous avons appelé le magasin. Ils ont le collier. Clara ne pouvait plus respirer. Non, ce n'est pas à moi. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Je n'ai rien pris. Alistair, tu dois me croire, dit Clara, et la déception dans sa voix était un coup physique. Alistair est une fille très convaincante, dit Geneviève en se levant et en posant une main réconfortante sur le bras de son frère. Je sais que c'est un choc. Tu voulais croire en elle. Nous voulions tous y croire. Mais elle vient d'un monde différent. La tentation, ce collier vaut plus d'1 million de dollars. C'est compréhensible. Compréhensible. La voix de Clara tremblait de colère. C'est toi qui l'as fait. Geneviève recula en portant une main à sa poitrine. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille pour me débarrasser de toi? Pour prouver à Alistair qu'il ne peut faire confiance à personne d'autre que toi. C'est toi qui l'as placé là. Alistair est hystérique, dit Geneviève d'une voix ferme. C'est ce qu'ils font. Ils nient, ils projettent. C'est classique. Je pense que tu devrais appeler la police. La police? Murmura Clara alors que la réalité la frappait. Vol aggravé. Alistair. Clara le supplia en se tournant vers lui. Regarde-moi, tu me connais. Tu sais que je ne ferai pas ça. C'était ça le plan? La voix d'Alistair était froide. Gagner notre confiance. Gagner la confiance de ma fille juste pour me voler. Non, je t'en prie. Je ne sais pas comment ce billet s'est retrouvé dans mon manteau, mais ce n'est pas moi qui l'ai mis là. Tu as des caméras de sécurité, vérifie. J'ai vérifié, dit Alistair, la voix lourde de résignation. La caméra dans mon vestiaire était hors ligne, une erreur réseau. Elle n'enregistre plus depuis 2 jours. Geneviève était évidemment méticuleuse. Alistair insista sur Geneviève. C'est douloureux, mais cela doit être fait pour la sécurité de Serafina. Nous ne pouvons pas avoir une voleuse dans cette maison. Alistair regarda Clara. Son visage était le théâtre d'une lutte entre son instinct et les preuves froides et concrètes. Il prit le téléphone. Non, dis-je, je n'appellerai pas la police. Pas encore. Alistair, dit Clara, vos services ne sont plus requis. Veuillez partir. Rendez-moi les clés de la maison. Je m'occuperai du collier. Il la licenciait. Il ne la faisait pas arrêter, mais il la chassait. Elle pense que c'est moi qui l'ai fait, pensa Clara. Son esprit était engourdi. Après tout, elle pense que je suis une voleuse. Des larmes coulèrent sur son visage. Ce n'était pas une question de travail ou d'argent. C'était la trahison. C'était le fait que Geneva avait finalement gagné. D'accord, murmura Clara en sortant les clés de son sac et en les posant sur le bureau. Je n'ai rien dit à Sarah. Dites-lui que je suis désolé. Elle se retourna et sortit du bureau, passant devant le personnel silencieux et immobile, et quitta l'immeuble. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, et elle se laissa tomber contre le mur, un seul sanglot dévastateur s'échappant de sa gorge. Clara passa la journée suivante dans le brouillard, assise dans son petit appartement silencieux, se sentant vide. Elle avait déçu Sarafina, elle avait laissé cette vipère de Geneviève gagner. Son interphone sonna, insistant et furieux. Elle l'ignora. Il sonna à nouveau. Finalement, elle appuya sur le bouton de l'interphone. « Va-t'en, ouvre la porte, idiote. »« Oui, Jala, c'était Sarafina. » Clara lui ouvrit. Un instant plus tard, la jeune fille se tenait seule devant sa porte, le visage rouge de froid et de colère. « Sarah, comment es-tu arrivée ici? Tu devrais être à l'école. »« J'ai pris un taxi, » dit Sarafina en la poussant sur le côté. « Mon père est et ma tante est une menteuse. » Clara la fixa du regard. « Tu ne penses pas que c'est moi qui ai fait ça? »« Bien sûr que non, » souffla Sarafina. « Voler, c'est bruyant, c'est stupide, c'est quelque chose qu'elle ferait. Elle pense que je ne suis qu'une petite fille qui joue du piano. Elle a oublié que je suis la fille de mon père. Que veux-tu dire? » Sarafina jeta son sac à dos par terre et en sortit un ordinateur portable. Elle a oublié que je suis aussi programmeuse.
J'ai installé mes nannycams il y a des mois pour espionner le personnel. Tante Geneviève a eu la bonne idée de désactiver le flux de sécurité principal, mais elle ne savait pas que mes caméras enregistraient sur un cloud privé. Ses doigts volaient sur le clavier. Elle tourna l'ordinateur portable vers Clara. Clara regarda son cœur battre à tout rompre. La première vidéo datant de 2 jours auparavant montrait Geneviève dans le bureau, utilisant son ordinateur portable pour désactiver la caméra de sécurité dans le vestiaire d'Alistair. La deuxième, datant du matin même, montrait le placard de l'entrée. On y voyait clairement Geneviève regarder autour d'elle avant de glisser le billet blanc du prêteur sur gage dans la poche du sac de Clara. « Elle m'a piégé », murmura Clara. « Oui », répondit Serafina d'une voix froide. « Et maintenant, nous allons faire le coup intelligent. » 1 heure plus tard, Alistair V fit éruption dans l'appartement de Clara, le visage pâle de rage. « Serafina, qu'est-ce qu'elle fait ici? Regarde !» ordonna Serafina en tournant l'ordinateur portable. Alistair regarda, vit la trahison calculée de sa sœur, vit le piège. Son visage passa de la confusion à une colère pâle et froide qui était terrifiante à voir. Il ne parla pas pendant 1 minute entière. « La bonne décision, papa !» murmura Serafina. Alistair acquiesça lentement. La bonne décision. Ce soir-là, Geneviève arriva à l'appartement, s'attendant à trouver un Alistair dévasté. Au lieu de cela, elle trouva Alistair, Serafina et Clara qui l'attendaient dans le salon. « Alistair, quoi? Que fait-elle ici? » balbutia Geneviève. « C'est un témoin, Genève, » dit Alistair d'une voix dangereusement calme. « Témoin de quoi? Tu dois appeler la police. Cette fille est une criminelle. »« Tu as raison, je devrais appeler la police, » dit Alistair en soulevant la tablette de Serafina. « Mais je pense que je vais d'abord leur montrer ça. » Il appuya sur play. Le visage de Geneviève s'affaissa. Elle pâlit en regardant ses propres crimes se dérouler sous ses yeux. « Je l'ai fait pour la famille, » murmura-t-elle. Une dernière tentative désespérée pour protéger Serafina d'elle. « Tu l'as fait pour son fonds fiduciaire, » dit Alistair, la voix dure comme l'acier. « Tu as empoisonné ma fille avec la culpabilité et tu as essayé de piéger une femme innocente. Va-t'en, Alistair, je t'en prie, je suis ta sœur. Tu étais ma sœur. Va-t'en de chez moi. Mes avocats te contacteront si jamais tu essaies de me contacter ou de contacter ma fille à nouveau. Je remettrai ces vidéos au procureur et je t'enterrerai. » Geneviève, vidée et vaincue, se retourna et s'enfuit. La porte se referma, laissant place à un silence profond. Alistair se tourna vers Clara, le visage marqué par la honte. « Clara, le mot « pardon » ne suffit pas. Ce que j'ai fait, t'accuser, est impardonnable. » « Ne t'inquiète pas pour moi, » dit Clara doucement en regardant Serafina. « Ne t'arrête pas, ce n'est que le début. Elle a besoin de vous. » Alistair regarda sa fille qui les avait sauvés tous les deux. « Je sais, » dit-il en prenant une profonde inspiration. « Je lance une nouvelle fondation au nom de ma femme, le projet Isabella Vance. Elle financera des programmes de musique et d'art pour les jeunes en difficulté. Le genre de jeunes qui se comportent mal parce qu'ils souffrent. » Il croisa le regard de Clara. « J'ai besoin de quelqu'un pour la diriger. Quelqu'un qui comprenne, quelqu'un qui connaisse la différence entre une décision bruyante et une décision intelligente. Le poste est à toi, Clara, si tu le veux. » Clara le regarda, puis regarda Serafina, qui essayait de ne pas sourire. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette voix, ce n'était pas des larmes de tristesse. « Oui, dit-elle, j'accepte. » 6 mois plus tard, Clara entra dans le lavoir. Elle n'était plus serveuse, mais étudiante diplômée à temps plein, et la directrice exécutive de la fondation suivit le son de la musique jusqu'à la pièce dont la porte était ouverte. Alistair était au piano, jouant une ligne de basse maladroite. À côté de lui, les doigts de Serafina dansaient sur les touches, jouant une mélodie complexe et magnifique. Ils jouaient un duo. C'était désordonné, plein d'erreurs et absolument parfait. Alistair la vit et lui sourit. Serafina leva les yeux au ciel, mais elle souriait aussi. « Tu es en retard » cria-t-elle. « Et tu chantes faux, papa ?» Dès le début, Clara s'appuya contre le montant de la porte en les regardant et sut que l'impossible s'était déjà produit. On dit que l'argent ne peut pas résoudre les problèmes, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'argent ne pouvait pas réparer la douleur de Serafina et ne pouvait pas acheter à Alistair un lien avec sa fille. Mais c'est une serveuse, Clara Jenkins, qui leur a montré que la monnaie la plus précieuse n'est pas l'argent, mais l'empathie, le courage de voir la personne derrière le problème et de poser les bonnes questions.
Geneviève était motivée par la cupidité, mais Clara était motivée par la compréhension. Elle n'a pas seulement géré la fille du milliardaire, elle a guéri une famille brisée, y compris elle-même. Qu'en pensez-vous? Clara a-t-elle bien fait d'accepter ce travail ou était-ce trop dangereux? Qu'auriez-vous fait si vous aviez été piégé de cette manière? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons tous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies sur la gentillesse, le karma et les incroyables rebondissements du destin. À bientôt, monsieur.